Bonjour à tous et bienvenue sur Monaco Info. Voici les titres qui seront développés dans cette édition de début de semaine. Élections, les clips de campagne sont diffusés depuis ce lundi sur Monaco Info, nous y reviendrons. Suite des émanations suspectes dans le quartier de Fontvieille, après des analyses approfondies, les conseillers de gouvernement Paul Masseron et Stéphane Valéry sont en mesure de rassurer les personnes travaillant dans l'édifice. Plus d'explications dans quelques instants. Nous reviendrons sur les festivités de ce week-end, il y a Sainte-Dévote. Et enfin, nous irons au Théâtre des Muses pour assister à un spectacle pour enfants. Vous l'avez peut-être vu depuis lundi matin, les clips de campagne des 3 listes candidates aux élections nationales sont diffusés sur Monaco Info. Les premiers enregistrements ont eu lieu ce dimanche dans le studio de Monaco Broadcast. Patricia Navarro était dans les coulisses. Voici son reportage. Pendant 6 journées, vous pourrez découvrir à raison de 5 fois par jour les clips de campagne des 3 listes candidates aux élections nationales. Pour réaliser ces différentes séquences, le gouvernement a mis à disposition des listes un certain nombre de moyens techniques, dont l'immense studio de la société Monaco Broadcast, qu'est Antoine Premier, et des moyens humains comme un réalisateur, des caméramens, des preneurs de son, un monteur et des maquilleuses. Libre ensuite à chacune des listes d'apporter des éléments de décor. Le rôle du gouvernement est de mettre à disposition des différentes listes, d'abord un lieu le plus professionnel possible pour tourner leurs émissions télévisuelles. À ce titre, on peut noter un progrès considérable par rapport à la précédente élection, puisque la précédente élection, le tournage se faisait un peu de manière improvisée. Ici, nous disposons d'un vrai studio professionnel. Bien entendu, le gouvernement a mis en place l'environnement. Ensuite, c'est au comité indépendant à gérer le déroulement des enregistrements. Je le répète, le gouvernement, dans ces élections, est absolument neutre. Non seulement le gouvernement, mais également l'ensemble des agents de la fonction publique n'ont pas à prendre parti dans la campagne, ni à agir dans la campagne. J'essaie de veiller scrupuleusement au respect de la neutralité entre les listes candidates. Dimanche 27 janvier, dès 8h30, le comité de coordination chargé de veiller au bon déroulement de la campagne électorale télévisuelle a procédé à un tirage au sort pour déterminer l'ordre de passage des 3 listes candidates. Ces dernières ont également pu découvrir les installations techniques avant le début des premiers tournages. D'abord, le comité doit veiller avant tout à ce qu'il y ait des conditions d'égalité entre les listes. Alors, le deuxième rôle du comité, c'est de veiller effectivement à la stricte application de l'arrêté qui pose un certain nombre de règles du jeu. Donc ces règles doivent être respectées, elles peuvent paraître parfois un petit peu strictes. Alors ce sont des règles d'une part techniques. Vous avez vu ce matin, nous avons eu besoin d'un certain nombre de notifications, de noms de personnes qui ont la possibilité de, par exemple, d'assister les listes lors de l'enregistrement, du montage, leurs assistants techniques, les personnes qui sont habilitées à signer les bons à diffuser. Et le comité donc, doit également s'assurer, en gros, que personne ne franchit la ligne rouge. C'est-à-dire que, et c'est important, je crois, enfin moi je tiens absolument à le répéter, lors de leurs interventions, les candidats ne peuvent tenir des propos mettant en péril l'ordre public, la sécurité des personnes et des biens, ou présentant un caractère manifestement diffamatoire. Les prochaines journées de diffusion de ces clips de campagne auront lieu les 30 janvier et les 1er, 4, 6 et 8 février à 8h, midi, 18h, 20h et 22h. En fin de semaine dernière, des émanations suspectes ont entraîné l'évacuation du bâtiment Les Industries dans le quartier de Fontvieille. Des analyses et des recherches approfondies ont été menées. Et dimanche, vous avez peut-être pu le voir sur Monaco Info, les conseillers de gouvernement Paul Masseron et Stéphane Valéry étaient en mesure de rassurer les personnes qui travaillent dans cet édifice. Les explications de Patricia Navarro. Lundi matin, les employés des sociétés basées dans l'immeuble Les Industries à Fontvieille ont pu reprendre leur activité en toute sécurité. Après de longues heures d'enquête, les autorités ont confirmé qu'il n'y avait plus aucun risque d'incommodation. Tout au long du week-end, la compagnie des sapeurs-pompiers de Monaco et une unité française venue de Brignoles ont recherché l'origine des émanations qui avaient entraîné 2 évacuations de l'immeuble vendredi et des désagréments pour des dizaines de personnes. Pour essayer de corroborer un petit peu les analyses qu'on avait pu faire avec nos propres appareils,
il a été décidé de faire appel à des moyens beaucoup plus lourds donc auprès de la sécurité civile française. Et donc c'est une demande auprès du COGIC donc, qui a permis donc, de déployer un spectromètre de masse mobile qui est un appareillage qui permet donc, de prélever de l'air, l'analyser et d'identifier éventuellement toute molécule présente dans cet air. 53 personnes avaient été conduites aux urgences pour des maux de tête, des nausées, vomissements ou irritation de la gorge. Aujourd'hui, tout risque de nouvelles gènes est écarté. Il n'y a eu aucun produit, aucun gaz toxique, aucun gaz même en général, qui a pu être détecté dans l'ensemble des locaux, non seulement des centres qui ont été touchés d'appels téléphoniques sur 3 niveaux, mais aussi dans les cages d'escalier, dans les gaines de ventilation et ainsi que dans les sous-sols où effectivement on a des risques, compte tenu des industries qui y sont installées, des risques de contamination chimique. Et pour expliquer ces désagréments, une hypothèse est avancée. L'hypothèse, mais ça n'est qu'une hypothèse, c'est que ça se serait passé à l'extérieur du bâtiment et à la suite, je dirais, d'un curage de tuyaux, d'un curage d'égouts et qui aurait amené, je dirais, des émanations d'un certain nombre de molécules de gaz dont certaines, effectivement, pouvaient avoir, je dirais, amené des phénomènes irritants. Alors que des exercices étaient prévus dans les mois qui viennent, cet épisode aura permis de tester avant l'heure le plan blanc, un test grandeur nature couronné de succès. Sainte-Dévote était à l'honneur au cours de la soirée du 26 janvier. Vous avez peut-être d'ailleurs assisté à l'embrasement de la barque. Sandrine Nègre revient sur les autres rendez-vous du week-end liés à Sainte-Dévote. Direction Monaco-Ville pour vivre un autre temps fort lié aux festivités de la Sainte-Dévote et plus précisément ici au cœur de la cathédrale pour l'accueil des reliques de la patronne de Monaco. Au sein de l'édifice débute la messe solennelle, messe à laquelle assiste son Altesse Sérénissime, le prince Albert II, le ministre d'État, ainsi que plusieurs hautes personnalités monégasques. En fin de matinée commence alors la procession à travers les ruelles de Monaco-Ville, escortée par les carabiniers du prince. Un hommage sur la place du Palais est alors rendu. La procession se dirige ensuite vers les remparts où il est alors demandé à Sainte-Dévote de protéger la famille princière, la maison souveraine, Monaco, sa population et la mer d'où est arrivée justement Sainte-Dévote il y a plus de 15 siècles. 24 heures plus tôt, la patronne de Monaco était aussi à l'honneur, non plus sur le rocher, mais dans l'église qui porte son nom, à travers la messe des traditions en langue monégasque. C'est la première partie puisqu'il y a cette messe des traditions en langue monégasque. Ensuite, le soir, nous avons ici une cérémonie où on brûle la barque et le lendemain, c'est à la cathédrale. Donc c'est vraiment l'ouverture des festivités et des célébrations de Sainte-Dévote. Un mot en particulier sur cette messe en langue monégasque, est-ce que c'est une manière aussi de toujours montrer et de revenir aux origines de la principauté? Oui, c'est la messe vraiment de la famille monégasque. Et ici encore, les monégasques étaient au rendez-vous pour rendre hommage à la patronne de la principauté. Il y a bon nombre d'années que je suis à Monaco et chaque fois, rarement j'ai manqué la célébration des fêtes en principauté de Monaco. Voilà, c'est parce que c'est vraiment une tradition qui nous tient à cœur. Ça fait partie de notre vie de monégasque, ça fait partie de notre vie tout simplement. Depuis tout petit, on a toujours entendu parler des traditions, on a toujours connu Sainte-Dévote. On venait même ici quand on était petit, après les feux, pour ramasser les clous par terre. Donc, manquer une messe de tradition et manquer une Sainte-Dévote, c'est une partie de nous qui n'existerait plus. On ne peut pas, c'est exactement comme quand la fête du prince, c'est pareil. C'est notre vie, c'est ancré dans nos cœurs et dans nos têtes. Une délégation de la commune de Luciana de Haute-Corse, terre d'origine de Sainte-Dévote, participait également à cette messe. L'occasion de constater que la Sainte n'est pas le seul lien apparemment qui unit Monaco et la Corse. Tout d'abord, je devrais dire que je ne suis pas du tout dépaysé. C'est là que nous réalisons que nous sommes des cousins ligures, que l'histoire a peut-être séparés. Mais dans l'expression de la langue monégasque, eh bien, j'ai l'impression d'être à Bastia.
Et si la patronne de Monaco est célébrée en hiver, l'un des patrons de Monaco est quant à lui fêté pendant l'été. Rendez-vous donc dès la fin du mois de juillet pour rendre hommage à Saint-Romain. Et puisque nous parlons de Sainte-Dévote, voici quelques images du concert inaugural du nouvel orgue offert par le Comites, le comité des résidents italiens de Monaco. Un concert à l'église Sainte-Dévote donné par l'organiste allemand Ludger Lohmann. Le Théâtre des Muses, voici une salle qui a ouvert ses portes au public il y a quelques mois seulement. Une programmation originale pour ce petit théâtre, le Théâtre des Muses, qui propose également des spectacles pour enfants. Reportage. Le fabuleux voyage de la fée Mélodie et Molière dans tous ses éclats. Ces deux spectacles pour enfants ont été joués récemment au Théâtre des Muses. Ce petit théâtre situé sur le boulevard du Jardin Exotique propose, en plus de ses pièces pour adultes, une programmation pour les enfants. Le Théâtre des Muses est destiné à tout le monde, du plus grand au plus petit. Et puis, ils sont les spectateurs de demain, les enfants. Si ça n'est pas tout de suite qu'on leur transmet la passion, il y a des risques que ça n'arrive pas. Et ici, il y a aussi des moments de pure beauté, de poésie, de simplicité, où j'ai le sentiment qu'on fait perdurer encore un petit peu l'enfance. La compagnie parisienne Qui va piano a pris possession des lieux avec deux pièces pour enfants. Les enfants ont un public bien particulier. Et les grenouilles! On dit même, quand il pleut, il mouille, c'est la fête à la... Exactement. Les enfants sont un public qui est vachement plus exigeant que les adultes. C'est-à-dire qu'un enfant, si ça lui plaît pas, il fait pas semblant. C'est difficile d'intéresser vraiment les enfants, de les captiver, donc c'est un challenge. Au-delà de faire des spectacles qui intéressent les enfants, ce spectacle-là et l'autre, Molière, sont des spectacles qui aussi apprennent aux enfants à être au théâtre. Et c'est pas commun. Ça leur apprend à participer, à être actifs et aussi parfois à... Donc c'est pas toujours évident, mais du coup c'est en ça que les spectacles de la compagnie sont très pédagogiques, c'est qu'ils apprennent aussi à être au théâtre, aux enfants. Alors, qu'est-ce que j'ai bien pu oublier dans la formule magique? Petite plume magique, ah oui, c'est vrai. J'ai pas dit s'il te plaît. Ok, autant pour moi. Je recommence. Petite plume magique, s'il te plaît. Pour la musique, porte-moi jusqu'à mon la. Bon, ça marche pas. Une salle comble pour cette programmation destinée aux jeunes de 3 à 6 ans, le fabuleux voyage de la fée Mélodie, résumé. Et ça c'est ma lassido. Il a trouvé ma lassido. Et il y avait le barabouille, c'est ton vol là quand tu vas aussi. Il faut voir les crever. Le do, le ré, le mi, le fa, le sol, le la. Pour ceux qui n'ont pas tout compris, un résumé à nouveau. Il s'agit d'un conte musical. La fée de la musique part à la recherche d'une de ses notes perdues à cause du vent. Un fabuleux voyage entre poésie, rêve et musique. Prochain spectacle, toujours pour les enfants, au Théâtre des Muses, le mercredi 6 février à 16h30 avec La Belle au Bois dormant. Va-t-il faire un temps à aller au théâtre ou au contraire à prendre l'air cette semaine? Voici la météo. On commence par mardi, une belle journée avec des nuages très discrets. Les températures sont en hausse de 8 à 14 degrés. Mercredi, encore du soleil, les températures sont même supérieures au normal, de 10 le matin à 16 au meilleur moment de la journée. Jeudi, le maintien d'un temps sec, beau et très clément de 10 à 15 degrés. Et enfin vendredi, le prolongement de la période de temps agréable. Il fera de 9 à 14 degrés. Ce journal est terminé, merci de l'avoir suivi. Je vous propose de retrouver dans quelques instants votre page sport avec le spécialiste Frédéric Hélion. A très bientôt, au revoir. Et place désormais à vos résultats sportifs du week-end. Ils sont toujours invaincus depuis le début de saison. Les volleyeurs ont enchaîné un 11e succès consécutif en National 3. Victoire 3-7 à 0 face à Mandelieu. L'AS Monaco est bien évidemment leader, 9 points devant Arles. En handball, l'AS Monaco est allé s'imposer sur le parquet d'Avignon, 41 à 27 samedi. Une victoire combinée à la défaite de Frontignan qui permet aux Monégasques de récupérer la place de leader du championnat de National 3.
Et pour le deuxième week-end d'affilée, tous les clubs monégasques se sont imposés puisque les basketteurs ont battu Angers 79 à 72. L'ASM est bien calée dans la première partie de tableau, à la 6e place. Depuis la rentrée, nous avons pris l'habitude de nous faire découvrir les disciplines pratiquées en principauté. Et après le football féminin ou le jiu-jitsu Nezawa notamment, partons à la découverte de la natation synchronisée. Toutes les explications avec Émilie Rousseau. Monaco et la natation synchronisée, c'est une longue histoire. La section a été créée il y a plus de 20 ans par Yvette Lambin, présidente de l'ASM Natation Synchronisée, un projet qui lui tenait à cœur. Depuis, le club accueille de plus en plus de filles, enfants et adolescentes qui travaillent ici à la piscine du collège Charles III tout au long de la semaine. Pour toutes les filles, on a une base gymnique, vraiment, d'étirement aussi, de gainage, travail de souplesse, du grand écart. C'est une des figures dont nous avons besoin tout le temps. Et ensuite, tout ce qui est abdominaux, fessiers, vitesse, travail sur les énergies aussi, sur les sensations corporelles dans les énergies. Et puis après, on évolue dans l'eau avec une base de natation, c'est-à-dire qu'on leur apprend quand même les 4 nages en synchro. Et ensuite, vers un travail technique spécifique. Cette discipline est à la fois collective et individuelle puisque les nageuses peuvent aussi bien la pratiquer en solo, en duo ou en ballet. En natation synchronisée, les compétitions se déroulent en 2 parties, les figures imposées et le programme libre. Objectif, créer l'émotion chez le spectateur et le jury. Les points attribués récompensent la technique et le sens artistique. Autant dire que le choix des figures, des enchaînements, des maillots, de la musique sont très importants. Avant de réaliser la chorégraphie sous l'eau, les filles revoient leurs mouvements à sec, c'est-à-dire en dehors de la piscine. C'est une mise en place de leur image mentale. Donc elles se remémorent d'une part la chorégraphie et ensuite elles l'adaptent à la musique. Donc elles travaillent sur les énergies dans la musique sur des temps donnés. En solo un petit peu moins, mais en duo et en équipe, tous les ballets sont comptés, vraiment précisément comptés et à tel moment on a tel mouvement et pas un autre. Et parmi ces filles prometteuses, l'ASM Natation Synchronisée en possède une d'expérience. Il s'agit de Sophie Potel, 3 fois championne de France avec le club de la Principauté. Elle se prépare pour le prochain Open Make Up Forever, une compétition élite internationale qui se déroulera en mars à Paris. Les autres filles se préparent, elles, pour participer à la Coupe de la Confédération méditerranéenne de natation cet été. Et avant de refermer ce journal, sachez que les Jeux mondiaux d'hiver Special Olympics débutent mardi en Corée du Sud. Une compétition réservée aux sportifs handicapés mentaux. Une délégation monégasque d'une 20aine d'athlètes est présente sur place en compagnie d'Émilie Rousseau qui vous fera revivre l'événement très prochainement sur notre chaîne. C'est la fin de ce journal des sports. Merci à tous de l'avoir suivi. À très bientôt sur Monaco Info pour de nouvelles informations sportives.